Voilà, je pense qu'on va commencer. Bienvenue à cette table ronde carrée qui est consacrée à la question de la promotion, de la diffusion, de la médiatisation du film sur l'art. Donc je parle ici au nom d'un centre qui s'appelle le Centre des sciences historiques de la culture, qui fait partie de la faculté des lettres et qui est partenaire de cette manifestation, qui est un centre interdisciplinaire qui fait travailler ensemble sur des projets communs des historiens du cinéma, des historiens de l'art, des historiens de la littérature et des historiens tout court. Donc j'ai le plaisir ici de donner la parole à 4 intervenantes que j'invite peut-être dans un premier temps à se présenter brièvement à l'attention du public. Elles sont connues de la plupart d'entre vous, mais je pense que pour les téléspectateurs, ça n'est pas très... C'est utile peut-être de rappeler qui vous êtes, en commençant par Gisèle. Gisèle Protoskira. Moi, j'ai commencé à Pompidou en 77, non, avant 73, à collectionner en fait les films sur l'art. C'est une obsession. J'ai commencé obsessionnelle et maintenant je suis terriblement obsessionnelle, maniaque. Et donc j'ai travaillé pendant 26 ans là-bas à Pompidou à constituer une cinémathèque, enfin un fonds de films. Il y en a à peu près 3000. Et puis, par ailleurs, en même temps, parallèlement, je faisais... Mais c'est peut-être trop long tout ça. Non. Je faisais un dictionnaire des films sur l'art. Un peu comme ça en cachette, parce que toujours à cause de mon obsession. Et puis finalement, en 85, ce catalogue qui est devenu un dictionnaire qui s'appelle l'Abécédaire des films sur l'art a été publié par le CNAP, le Centre national des arts plastiques, et Pompidou, une coédition. Et par la suite, ce dictionnaire, en fait, ne servait à rien. Finalement, je me suis dit, bon, ça existe. Et j'ai dit à l'époque à Dominique Bozo, je lui ai dit, maintenant que c'est fait, ce dictionnaire, qu'est-ce qu'on peut faire avec tout ça, avec ces films? Et il m'a dit, bon, Gisèle, réfléchissez. Alors, je dis, c'est tout réfléchi, on fait un festival. Et il m'a dit, alors allez-y. Et donc, en 87, j'ai fait la biennale, la première biennale internationale du film sur l'art. Et voilà, donc j'en ai fait 6 éditions. On pourra plus tard un petit peu en discuter. Et puis après, je suis partie. En 2000, j'ai démissionné en fait du Centre Pompidou parce que c'était trop compliqué d'intéresser les gens de Pompidou, enfin la direction, qui par ailleurs avait changé, et à ce genre de cinéma. Et au fond, c'était vraiment le parent pauvre. Et moi, comme je suis quelqu'un d'assez sensible, je n'aime pas qu'on maltraite ce que j'aime. Donc, je suis partie. Et par une occasion incroyable et une chance inouïe, j'ai pu créer un magazine de cinéma consacré au genre. On en parlera. Voilà, et je m'arrête. Alors, Pascal Reynaud, moi je travaille au musée du Louvre et je m'occupe particulièrement de la programmation cinéma qui couvre plusieurs champs, notamment l'histoire de l'art, bien sûr, avec d'une part une collection de films sur l'art que nous avons montée avec Philippe-Alain Michaud, une collection qui comprend beaucoup moins de titres que celle qu'a constituée Gisèle, mais qui comprend une centaine de titres historiques, dont vous avez pu voir quelques exemples au cours des projections qui ont eu lieu ici. Et une collection qui se fonde sur le principe d'une histoire, une petite histoire du film sur l'art, en fait, qui remonte au tout début du film sur l'art, que nous situons beaucoup plus tôt que l'histoire ne le fait d'habitude, puisqu'on fait remonter les films sur l'art aux années 10, notamment avec le film de Sacha Guitry. Et nous, on est remonté plus loin, notamment avec les vues Gaumont, Pathé, etc. Voilà, donc il y a une collection de films sur l'art. Il y a également une programmation de films sur l'art, notamment les Journées internationales du film sur l'art, qui ont lieu depuis maintenant 5 ans. Et puis toute une programmation de fiction qui se situe dans le prolongement de l'histoire de l'art et du film sur l'art.
voilà, donc je m'occupe de toute cette programmation qui se situe dans l'auditorium du musée du Louvre, qui est une très très grande salle, 450 places, et également dans une petite salle que nous avons, dont nous avons repris la programmation tout récemment, qui est une salle d'accès libre, qui se trouve sous la pyramide du Louvre, et qui est principalement consacrée aux films sur l'art, avec une programmation 6 jours sur 7, en boucle, toute la journée, et une programmation à laquelle peuvent accéder tous les visiteurs du musée, qui est en lien avec les expositions et en complément des accrochages du musée. Merci Pascal. Une petite précision, René Rozon. Je ne suis pas René Rozon. Vous n'avez pas René Rozon devant vous. René Rozon, qui est donc directeur du Festival international du film sur l'art de Montréal, n'a pas pu nous rejoindre pour des raisons familiales impératives, et il est remplacé au pied levé par Judith Wexler, que vous connaissez, mais qui pourrait une nouvelle fois se présenter à l'attention du public. Bonjour. Je venais de Boston, plus précisément de Cambridge, Massachusetts. Je suis une historienne de l'art français du 19e siècle. J'écris les livres sur Daumier et sur Cézanne, mais je suis aussi une réalisatrice des films sur l'art. Et j'ai fait 23 films sur l'art. Vous avez vu quelques extraits hier soir. Et depuis 15 ans, 17 ans, je fais des films en France. La première était en commission à la part du Louvre, un film avec le département d'art graphique, un film qui s'appelle « Dessiner la main qui pense ». Et quand je travaille en France, je travaille toujours avec une maison de production qui s'appelle Les Films d'ici. Mais quand je fais le film en Amérique, ou l'année passée, quand j'ai fait un film pour un musée en Allemagne, je suis la producteur, même de réalisatrice. Ça suffit? C'est parfait. Eh ben, bonjour, je suis Anthony Bergmeier. Je travaille au sein de l'équipe de la conservation du MACVAL, Musée d'art contemporain du Val-de-Marne, qui est un musée d'art contemporain qui vient de naître en 2005, mais qui regroupe un fonds qui constitue le premier FDAC, donc fonds départemental en France, et qui existe depuis les années 80. On a créé en 2007 un poste de charge de production que je occupe depuis ce moment-là, pour justement internaliser la production en raison de la proximité avec les artistes, pour pouvoir davantage gérer en direct toutes les questions de contenu, et aussi pour les vraiment situer au plus près de nos besoins, mais en même temps comme une sorte de prolongation du contact avec les artistes français que nous accompagnons plus globalement aussi dans une... Voilà, il y a une suite en termes d'acquisition d'œuvres, et donc il y a aussi une suite dans cette idée d'accompagnement pédagogique, et voilà, l'acte filmique se place dans ce contexte-là. Et puis filmer sert d'une part pour garder trace pour les futures réinstallations d'œuvres. Donc c'est un acte, disons, c'est une utilité pour la régie, pour la conservation, à dénicher les éléments qui sont importants pour savoir comment nous allons remontrer l'œuvre par la suite. Ça a bien sûr aussi une fonction de documentation, de donner des clés de lecture au public. Et on peut dire aujourd'hui, dans le contexte de la performance, ça donne aussi une possibilité de restaurer ou de conserver des formes d'art qui d'abord se situaient dans l'éphémère et qui étaient pas réjouables, qui étaient, voilà, on ne savait jamais comment traiter la performance dans le cadre de la conservation. Grosso modo, je produis des films, souvent en coproduction, puisque le musée n'est pas producteur, on n'est pas un EPIC, donc on n'a pas la possibilité d'avoir une recette directement de nos films, donc il faut passer par le biais de la coproduction, mais qui est aussi une situation plutôt favorable au film, puisque ça lui permet aussi une vie au-delà de sa toute première utilisation. Donc le film peut être édité en DVD par la suite, il peut être diffusé, il peut être distribué si le producteur souhaite faire toutes ces démarches.
Il y a aussi des formes plus légères que je gère davantage moi-même, c'est-à-dire les entretiens d'artistes. Je suis bien sûr pas une professionnelle comme Judith, je suis au tout début en quelque sorte, et c'est des formules plus légères. C'est qu'à un certain moment, surtout pour accompagner l'œuvre quand il est exposé dans les salles, on souhaite de manière assez systématique donner parole à l'artiste et trouver à travers sa parole les clés d'interprétation de l'œuvre. Grosso modo, c'est ça. Il y a des coproductions, des formules un peu plus importantes, et à côté des entretiens d'artistes et des captations, bien sûr, de tout ce qui est plutôt performatif. Est-ce qu'on nous entend bien au fond de la salle? D'accord, c'est parfait. Très bien. Avant de commencer peut-être cette discussion, c'est une journée un peu particulière pour une personne qui siège aujourd'hui à la table. C'est Gisèle qui a son anniversaire. Et j'appris. On va lui remettre un petit cadeau, une petite attention. C'est un bon anniversaire. Vous allez me faire pleurer là. Ah, c'est dingue, c'est quoi? Ça se mange pas? Non. J'ai demandé à... Oh, c'est trop gentil. Hein. Vraiment, vous êtes adorable. Vous l'avez su par qui? Ah, c'est moi qui l'ai dit. Oh, merci beaucoup. Bon. Alors, je propose de procéder de la manière suivante, d'organiser, après un petit préambule, les discussions autour de 4 dossiers particuliers, des questions autour de la notion de définition et de corpus, des questions autour de la question des publics et des marchés, un chapitre consacré à la médiatisation, notamment au festival, qui intéresse certains d'entre vous, et puis pour conclure, une réflexion sur Internet, le film d'art et sur l'avenir du genre, en gros, pour organiser cette séance qui devrait se terminer vers les 12 heures, mais on a un petit peu de marge, j'imagine. Et donc, je donnerai la parole, évidemment, aux personnes qui siègent ici. Et ensuite, dans un deuxième temps, le public pourra s'exprimer. N'hésitez pas à manifester, à intervenir et à dialoguer. Voilà, moi je pars du côté de l'histoire de l'art en tant que non spécialiste du film, mais en tant que consommateur d'exposition et aussi en tant que concepteur d'exposition. Et je constate avec une certaine jalousie et intérêt la passion, la fascination exercée par les films sur l'art dans l'espace même des expositions. Nous avons parlé hier des 7 secondes en moyenne qui étaient consacrées à chaque œuvre lors de la visite des expositions par les spectateurs. Ces mêmes spectateurs restent vissés à un siège pendant une demi-heure, 1 heure, pour voir des œuvres reproduites alors que les originaux sont à côté. Je pensais aussi au bel épisode des Nymphéas montré par Judith Wexler hier, qui est ce panoramique travelling circulaire qui reprend en soi-même le dispositif même panoramique de l'œuvre, qu'il redouble, qu'il met un peu en abîme, et qui est un rêve en fait. C'est le rêve du spectateur désincarné, qui voyage, qui regarde la peinture sans effort. Et j'avoue que c'est un rêve en tant qu'historien de l'art que j'ai souvent eu, l'idée de pouvoir me déplacer dans les espaces d'exposition sans effort, de façon à maximiser ou de façon à intensifier le plus possible le plaisir optique, la jouissance optique de l'œuvre. Et paradoxalement, c'est probablement le médium cinématographique qui permet d'entrer dans l'œuvre. Cet oubli du corps, qui semble confirmer d'ailleurs ce que disaient Eisenstein et d'autres, et Moulin Hodge à peu près au même moment, c'est-à-dire le pouvoir d'attraction, de fascination, de capture en quelque sorte exercée par l'image mobile et sa dimension temporelle. On pourrait imaginer, d'ailleurs j'y pensais, visiter les Nymphéas de Monet sur des patins à roulettes avec une bonne suspension en écoutant du Schubert pour essayer de reconstruire l'expérience filmique qui